Si j'avais fait en France ce que j'ai fait en Hollande, je sortais plus jamais de prison. Là, je prenais 10 fois perpète. On va commencer à parler des dossiers chauds de ce livre, à commencer par le SAC et le financement donc, du SAC par les braquages que vous pratiquiez. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Eh bien, j'ai fait connaissance avec des gens de l'OAS à l'époque, quand ils revenaient d'Algérie. Là, j'habitais en Espagne. J'ai fait connaissance avec des gens très dangereux, il faut le dire, qui petit à petit, on a sympathisé. Ils m'ont un petit peu emmené dans leurs embrouilles. Et un jour... Et vous étiez quoi avant de les connaître? Vous étiez... j'étais contrebandier, je faisais la contrebande de cannabis, de tout. Contrebande d'argent, je sortais de l'argent du Maroc pour des Juifs, pour des Berbères. Je sortais des grosses sommes, et puis ça, c'était peine de mort, hein, si on se faisait choper au Maroc. Donc je faisais ça, je faisais tout ce qui pouvait se faire en matière de contrebande, je le faisais. Whisky, cigarettes et tout et tout. Donc j'ai travaillé un petit peu avec ces gens de l'OAS, en Espagne, et puis petit à petit, j'ai fait connaissance avec... ils m'ont présenté Gaëtan Zampa, le parrain de Marseille, qui lui était très intéressé par le commerce de cannabis et tout, même de cocaïne, voire. Et voilà, et après ils m'ont dit, tu veux pas qu'on te présente Pasqua, on parle de toi à Pasqua et tout, tu nous intéresses, tu tires bien, tu sais bien, j'étais un peu tireur d'élite. Et tout, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Et c'est Pasqua m'a appelé en 78, il m'a dit, on m'a parlé de toi et tout, t'es bien, tu veux. Je dis, oui, pourquoi pas. Et puis voilà, je me suis engagé avec eux. Alors on a fait quelques braquages en Espagne, en Hollande, on a fait un casse, mais qui a échoué lamentablement. En Espagne aussi, un braquage aussi à Madrid, on s'est fait choper. Mais on est vite sorti, hein, parce que... Mais quel était le montage, en fait, pour donc du SAC? C'était le SAC qui vous donnait des infos? Absolument, mais parce qu'il avait un service de renseignement installé un peu partout en Europe. Moi, je n'ai connu que le service de renseignement espagnol, parce que je vivais en Espagne, et hollandais, parce que j'ai vécu en Hollande aussi. Et donc, il avait en particulier des très jolies femmes qui s'arrangeaient pour choper des directeurs de banque en Hollande, des grands bijoutiers en Espagne. En Espagne, ils demandaient à être agressés, cambriolés, les bijoutiers, parce que bon, quand ils n'avaient pas vendu leurs marchandises, ils étaient bien contents qu'on vienne leur prendre, puis toucher l'assurance, quoi. En Hollande, c'était une espionne, on va dire, hein, une Matahari, qui avait pris en main un directeur de banque, une très grande banque, je ne citerai pas le nom, mais une très grande banque, et elle lui avait donné de la cocaïne et tout. Le type, il était pris, quoi. Et il a fini par lui donner les clés de la banque, les systèmes d'alarme et tout ce qu'il y avait dedans et tout. Et moi, je suis allé avec des potes qui aujourd'hui sont morts, et on est entré, on a tout pris, puis à la sortie, la police nous attendait, même française. Il y avait la police hollandaise et la police française. J'ai jamais compris ce qui s'est passé. D'accord. Et vous deviez reverser cet argent? Ah ben la moitié à Pasqua. D'accord. Et vous l'avez vu en personne, Charles Pasqua? Une fois. D'accord. Et comment ça s'est passé? Très bien, il m'a impressionné beaucoup cet homme-là quand même. Ça s'est très bien passé, il m'a trouvé, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit, toi je t'aime bien, t'es un gars bien, et tout ça, ouais, on a sympathisé. Il me dit, bon, j'espère que tu tiendras la route et tout ça. Il me dit, Gaëtan Zampa m'a dit que tu étais un mec bien droit et sérieux. Je dis, oui. Il me dit, ben on va voir ça, voilà. D'accord. Et il vous a aussi ordonné de liquider, d'éliminer des gars de l'ETA? Oui, mais c'était pas forcément à moi, hein. C'était au grand chef, et puis après, le grand chef, il passait la consigne. Et vous avez fait ça? Moi, j'ai jamais tué. J'ai jamais tué, j'étais dans la logistique, on va dire, c'est-à-dire les voitures, conduire, Comme je parlais très bien l'espagnol et tout ça, donc ça nous permettait de, voilà. On était en contact avec des policiers espagnols, des policiers franquistes, bien sûr. Avec eux, ça rigolait pas. Mais il y avait une autre police parallèle qui était police socialiste déjà à l'époque, qui eux étaient contre ce genre
Voilà, et ce genre de tactique. Et donc, oui, on en a fait quelques-uns, oui. Pourquoi est-ce que vous méritez ce titre de prince de la cocaïne? Bah ça, il faut demander aux journaux, hein, c'est eux qui ont décidé pour moi. Mais bah, comment est-ce que vous avez commencé déjà la cocaïne, le trafic? En France ou en Hollande? En général. Enfin, Ben, en Hollande, c'est surtout en Hollande. Moi, j'ai toujours été un contrebandier, trafiquant. Là où il y avait de l'argent, j'étais. Donc, à l'époque, ce qui rapportait le plus en Hollande, c'était la cocaïne, bien sûr. C'était dans les années 60... Dans les années 72, 73, c'était voilà, c'était très à la mode. Et je dois dire que c'était... La Hollande était à cette époque un pays très permissif, aujourd'hui encore. Mais à l'époque, tout le monde prenait de la cocaïne, c'était presque une banalité. Mais les Hollandais, moi je parlais parfaitement espagnol, les Hollandais n'avaient pas trop le courage d'aller la chercher en Amérique du Sud parce que c'était hyper dangereux, ça, il fallait savoir se faufiler. Moi j'avais de très bonnes relations avec les Américains du Sud, en Espagne. Escobar? Bah, Escobar, je l'ai connu vite fait, mais non, pas vraiment Escobar ni Ochoa. Mais des mecs solides aussi. Non, Escobar, c'était déjà très haut niveau, des milliers de kilos. Non, moi, j'étais pas à ce niveau-là. Mais je me débrouillais bien, et donc les Hollandais comptaient tous sur moi pour aller négocier, pour avoir de la bonne coque, parce qu'il fallait aussi surveiller la fabrication. Et puis il fallait être là-bas en Amérique du Sud, c'est pas facile. Hein, faut pas... À l'époque, c'était pas facile du tout, c'était très dangereux. Ces mecs, c'est comment dirais-je, ils sont faciles de la gâchette. Et vous étiez le seul Européen à venir donc en Amérique du Sud pour aller... Je pense. Après, il pouvait y en avoir d'autres, je sais pas, mais moi, je sais que c'était... Voilà, moi, j'étais comme un poisson dans l'eau en Amérique du Sud. Puis les gens m'aimaient bien, j'étais sympa, je parlais bien espagnol et tout. Voilà, je savais m'y prendre avec tous ces gens-là, donc j'étais... Voilà. Les Hollandais même me disaient, Gérard, vas-y, tu vas négocier pour moi, papa. Je l'ai fait, j'ai négocié aussi pour des Hollandais et tout. Puis voilà, de fil en aiguille, je suis devenu pratiquement le plus grand trafiquant de cocaïne de Hollande. Et malheureusement, il y avait de la concurrence, il y a eu des meurtres, il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Et moi, j'avais un peu la gâchette facile à l'époque. Bah, la cocaïne, ça rend un peu nerveux, il faut dire. Hein. Et puis, comment dirais-je, on se sent un peu invulnérable, on se prend pour un lion, on n'a peur de rien. Et là, vraiment, je pense que si j'avais fait en France ce que j'ai fait en Hollande, je ne sortais plus jamais de prison. Là, je prenais 10 fois perpète. Mais les Hollandais, c'était gentil. Pour un meurtre, ils vous donnaient 6 mois de prison, 1 an maximum. Donc c'était facile. Tirer sur les jambes, dans les cuisses, dans le ventre, on n'allait même pas en prison pour ça, à l'époque. Et donc moi, je suis parti sur ce principe. Et après, quand ils ont décidé, après que je sois sorti de prison, que j'étais ce qu'on appelle kogelvrij, ça veut dire que les gens étaient libres de me tirer dessus, sans risquer d'aller en prison. Je me suis dit, bon, il est temps de faire ma valise et de rentrer en France, d'aller voir en France comment ça se passe. Parce que là, la Hollande était devenue un pays trop dangereux pour moi. Donc vous avez à peu près 40 ans et vous découvrez la France, quoi. Ouais, je découvre la France, ouais. 40 ans, non, 35, 36, ouais. Je découvre la France, bon, voilà. Et puis alors, j'étais très étonné, parce que moi, je croyais que la France, au niveau de la cocaïne, je pensais que c'était des ploucs. Je me disais, mais ils savent même pas ce que c'est et tout. J'étais vachement étonné parce que tout le monde, quand je suis arrivé ici, mais tout le monde prenait de la cocaïne, c'était infernal. Tout le monde. Et quand ils ont su qui j'étais et tout, venez, même les grands braqueurs parisiens et même d'autres, tout le monde me disait, tu n'as pas de la bonne coque, moi je vais aller faire un braquage, il me faut de la bonne coque, parce qu'avec un braquage, ça aide. Hein. Donc vous arrivez à Paris, vous avez à peu près 35-36 ans, et vous avez terminé tous les braquages, toutes les un peu... Oui, j'avais un peu... Vous repartissez vraiment dans tout ce qui est cocaïne. Oui, là, carrément. Fourniture de cocaïne à tout le show business. Carrément. D'accord. Sauf que non, pas vraiment, parce que en 79, je me fais arrêter en Espagne avec 1000 kilos de cannabis. J'étais venu en 78, j'étais voir Pasqua et tout ça, et puis ma mère était déjà là. Et bon, après, l'air de l'Espagne me manquait un peu, en disant que c'est plutôt les mecs du SAC qui m'ont demandé de venir leur donner un coup de main là-bas. Je suis descendu.
Après, ben, j'ai fait le coup de 1000 kilos et je me suis fait choper. Je me suis évadé, on m'a rattrapé. Et après, c'est les mecs du SAC qui sont venus me sortir. Comment vous êtes évadé? La première fois, Ouais. on a creusé un tunnel avec des Indiens, avec 2 Indiens. Ils avaient tout préparé. Je sais pas, ils s'étaient arrangés pour avoir du monde. On a creusé un tunnel et on m'a attendu à la sortie. Donc c'était une petite évasion. Mais après, il y a eu une autre évasion. Alors, c'est assez long à expliquer. Mon frère était consul de France, il était marié avec une Espagnole. Et le père de cet Espagnol était général de la Guardia Civile. Quand je suis retombé, j'ai dit, bon, j'ai appelé mon frère, j'ai dit, écoute Georges, tu peux pas parler à ton beau-père et lui dire que s'il me fait sortir de prison, moi je travaille avec lui, je vais lui faire tomber des organisations. Ben, j'ai dit, allemand, des Suisses, je vais faire tomber de tout. Ah ben, ça l'a alléché, bien sûr. Mon frère me dit, ah, c'est bien, ça, c'est bien. Et puis, il va voir son beau-père lui dit, d'accord. Les gardes civils, ils viennent me sortir de prison, ils avaient tous les droits. Et il me dit, bon, allez, ben, je dis, donnez-moi une semaine, que je me mette au travail, que je me prépare, quoi. Et pendant une semaine, alors moi, je me rappelais que, pas loin de la plage, il y avait, en plongeant, mais c'était assez dur, il y avait un endroit où il y avait des grottes, un hôtel qui s'appelait les Rochers, et qu'en en rentrant là-dedans, je pouvais me sauver par l'hôtel. Donc je me suis arrangé avec 2 copines, je dis vous allez m'attendre à la sortie de l'hôtel. Au bout d'une semaine, j'allais tous les jours à la plage avec les gardes civils qui me surveillaient. Je nageais, je faisais du sous l'eau, je reprenais un petit peu mon souffle et tout. Puis un jour, j'ai dit bon, allez, c'est bon, là j'y arrive. J'arrive à aller sous les roches. Et les filles m'attendaient dehors avec une voiture que j'avais cachée, une Mercedes Sport. Et donc, les gardes civils, ils ne s'étonnaient plus de me voir tous les jours aller sous l'eau, plonger et tout. Eux, ils étaient assis tranquilles, ils ne pensaient pas que j'allais m'évader. Et donc, je fais le coup, pom, je sors par l'hôtel en maillot, puis je monte dans ma voiture avec les nanas et tout. Et on se sort. Puis sur la route, on m'a arrêté. Donc, on m'a remis en prison. Et après, ben, le SAC est venu, ils sont intervenus dans la petite prison de Marbella, elle était facile. J'étais là-bas provisoirement, ils sont venus directement, flingue à la main, avec la police espagnole, la police franquiste. Et ils m'ont sorti de là-bas, ils m'ont dit, allez, casse-toi. Ils m'ont emmené sur un bateau, ils m'ont emmené à Gibraltar, et après je suis parti. Je me suis sauvé. Bon, on va revenir à Paris sur la cocaïne alors. Donc vous étiez donc le dealer du tout Paris. On peut dire ça, oui. Ben, vous avez Chirac en particulier, et puis ensuite Johnny Hallyday, bien sûr, il y a eu Claude Brasseur, il y a eu Philippe Léotard, il y a eu Fernand Legros, il y a eu Annie Girardot, Jeanne Moreau. Et Jacques Chirac, donc. En particulier, oui, il y a eu Yves Mourouzi, il y en a eu d'autres, mais j'ai pas trop envie de citer tous ces noms-là, ils m'ont rien fait. Et Jacques Chirac, donc, était. Alors Jacques Chirac, ben, son chauffeur venait me prendre 100 grammes par semaine. Voilà. Et un jour, Chirac, j'ai eu des chèques de Chirac qu'il avait donnés à Jacques Barrot. Il a vidé les caisses de son parti pour de la cocaïne. Jacques Barrot, c'est un grand cocaïnomane. Il est mort, bon, Dieu ait son âme. Alors, un jour, j'ai eu 2 chèques de Chirac. Et 11 000 francs en total, hein, 4 000, non, 15 000. 4 000 et 11 000, ça fait 15 000. Et il les a fait annuler aussitôt. Donc, j'ai jamais pu les encaisser. Et je lui en ai voulu, c'est normal. Je dis quand même, il me prend pour un con et tout. Parce que quand Jacques Barrot lui a dit, ouais, je les ai donnés directement, il a dû lui dire, oh, mais t'es fou de donner à un dealer des chèques et tout ça. J'imagine la situation. Mais moi, je perds quand même de l'argent. Et la prochaine demande, je me suis dit, ben là, je vais me venger. Je vais rattraper mon argent. On me demande 100 grammes, j'en mets 50 et je mets 50 de laxatif dedans. Ça coûte pas cher, le laxatif. Ce qui fait que quand j'ai fourni les 100 grammes, il y a eu la débandade. Déjà que la cocaïne, par elle-même, c'est un laxatif. Alors, ajouté avec 50 grammes de laxatif dedans, ça a été la débandade dans une très grande propriété. Je ne sais pas trop à qui elle appartenait, je ne me suis même pas renseigné. Et Chirac, il m'en a voulu. Il m'en a voulu. Et donc, je pense que c'est lui, d'après mon avocat, c'est lui qui a demandé à la police de se mettre sur mon dos. Et puis, bon, il y a la petite Stéphanie aussi, elle a été un véritable ouragan dans ma vie, hein, si vous me suivez, qui m'a balancé.
parce qu'elle a fait une overdose et elle m'a balancé, etc. Donc, on m'a arrêté. Mes lieutenants, j'en avais 2, ils ont parlé de Chirac un peu trop, parce qu'ils se sont fait démolir. Il y en a un, il n'arrivait plus à marcher, on lui a cassé les genoux. C'est des mecs du SAC qui lui ont fait ça. Et l'autre, au commissariat même, quai des Orfèvres, ils lui ont mis une tête au carré, mais il était méconnaissable. Quand je l'ai revu en promenade à Fleury-Mérogis, je l'ai croisé, je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, ah, c'est moi. J'ai dit, qui toi? Il me dit, mais Elie. J'ai dit, putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on t'a fait là? Il me dit, ouais, j'ai trop parlé de Chirac et tout. Je dis, mais fallait pas parler de Chirac, pourquoi tu parles de lui? Ouais, il me dit, c'est lui qui nous a balancé, c'est lui qui ci, c'est lui qui ça. Je dis, bon, tu fais comme tu veux. Le chauffeur de Chirac, c'était son cousin. C'est pour ça qu'il, lui, il était aussi très au courant, puisque son cousin, soit il venait me voir, moi, quand j'étais à Paris, soit il allait voir son cousin, Elie Malka, qui vivait à Paris, pour se fournir en cocaïne, voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui je parle de Chirac? C'est parce que, déjà, au départ, il a ordonné au procureur qui m'a jugé de me donner le maximum de la peine. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas fait de mal à Chirac. Au contraire, quand ma juge d'instruction m'a dit « ces chèques que vous avez reçus », parce qu'on les a retrouvés, ces chèques que vous avez reçus, vous allez me dire, vous allez me donner une bonne version, parce que vous savez, hein, j'ai dit oui, les mecs du SAC, ils pourraient vous faire du mal et tout, vous les connaissez bien. Oui, bah écoutez madame, voilà, moi j'ai joué au backgammon avec lui, et puis il m'a payé avec ses chèques. C'était bien trouvé. Donc je ne lui ai fait aucun mal à Chirac. Alors pourquoi, le jour où on m'arrête, il décrète « je déclare la guerre aux trafiquants de drogue », le jour où on m'arrête, mais c'est pas... Pour me faire du mal, je déclare la guerre et il double les peines. Quelques mois plus tard, il double la peine, c'est-à-dire ça passe de 10 ans à 20 ans. Et après, il demande au procureur de m'assassiner au tribunal. Mon avocat, c'était Maître Liénard, il est mort maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 semaines. Il m'a dit, écoutez, c'est même pas la peine que je plaide. Il n'a même pas plaidé. Votre sort est déjà lié, c'est fini. Vous allez prendre le maximum de la peine. C'est Chirac qui a demandé ça. Et Johnny, également, vous avez chargé. Alors Johnny, il m'a chargé, lui, alors qu'il n'était pas obligé. Hein. Mais bon, les flics ont dû le choper avec quelques grammes de cocaïne, parce qu'il avait toujours de la cocaïne sur lui. Ils lui ont fait peur. Ils lui ont dit, on va te ruiner. Mais non, les flics, ils savaient beaucoup de choses sur lui. Johnny, il venait dans mon after avec le fils Carbone, Philippe. Moi, je lui donnais une pierre de cocaïne que je pesais à l'entrée, puis je pesais à la sortie, je faisais payer la différence. Ben lui, il en a parlé, il a dit tout ça aux policiers. Il n'avait pas besoin de dire ça. Il aurait dit simplement, bah oui, Girard, il me vendait 1 ou 2 grammes de temps en temps dans sa discothèque, l'Observatoire. Ben, ça passait bien. Mais là, il m'a chargé. Ben, j'ai dit, toi, attends, je te réserve un chien de ma chienne. Et ben maintenant, voilà, je me venge. Après, les gens disent que je balance, moi je balance rien. J'informe. Et en plus, je dis que quelque part, si Johnny n'a pas voulu payer des impôts, et si Johnny a voulu quitter absolument la France pour aller n'importe où, en Belgique, en Suisse, en Californie et tout, c'est parce qu'il en avait marre d'être racketté. Donc j'informe. Je dis, Johnny était racketté. Il lui prenait presque tout son argent. Ils sont tous morts, hein, les mecs de la mafia. Donc je peux en parler. Il y avait Gaëtan Zampa et tout ça. Et donc, il n'avait pas de quoi payer ses impôts. Et c'était un peu ça, quoi. Un peu, hein, j'explique ça comme ça. Après, ça peut être autre chose. Et là, vous parlez donc de Gaëtan Zampa. Pourquoi vous parlez... on a l'impression qu'en fait, un tel discours, on n'entend jamais. Parce qu'ils ne veulent jamais parler, ils ne sortent jamais de bouquin. Pourquoi vous? Qui ne sort jamais de bouquin? Par exemple, Francis le Belge ou Gaëtan Zampa, avant de mourir, ils auraient pu peut-être balancer... Ah ouais, mais ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi. Ils ne voulaient peut-être pas dévoiler leur truc. Moi, comme je suis rangé des voitures, bah, je peux me permettre. Eux, non. Ben, attendez, Francis le Belge, il est mort un peu trop tôt. Hein. Il avait 50 et quelques années. Il ne pouvait pas, c'était pas encore l'heure pour lui de balancer tout sur un bouquin. Il ne pouvait pas. Et moi, j'ai 72 ans, je crois. Et donc là, vous avez tout arrêté? Ah bah oui, complètement, bah oui, évidemment. Hein, je peux pas. Qu'est-ce qui me reste à vivre? J'ai pas envie de terminer ma vie en prison. Puis de toute façon, j'ai plus besoin. Puis ça m'intéresse plus, franchement. Et vous regrettez votre vie ou... Non, 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 je la regrette pas. Non, non, non. Si c'était Parce à que refaire... vous dites dans votre livre, vous avez plein de regrets, plein de remords.
Remords, oui, plein de regrets, c'est d'être entré dans ce circuit, dans ce tourbillon, là. C'était pour moi, j'étais pris dans une spirale vicieuse. Non, 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 si c'est à refaire, je ne le referai pas, moi, la cocaïne, attention. Hein. Faut pas rigoler avec ça, hein. C'est dangereux, la cocaïne. Non, mais c'est vrai, là, je le dis du fond du cœur. Non, si j'avais pu éviter ça, j'aurais évité. Parce que c'est vrai que ça m'a apporté de très bons moments, d'accord, mais le prix à payer est très cher. Hein. Et on a l'impression aussi, en vous lisant, que vous avez toujours eu beaucoup de chance dans votre livre. Dans les pires moments où vous étiez en prison, vous a fait évader, où il y avait une connexion, il y avait une relation qui vous a aidé à... Oui, oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance, même avec les tribunaux. Ouais. Oui, oui. Je dois le dire, bon, la seule fois où j'ai pas eu de chance, c'est en 86, quand Chirac s'est mis contre moi. Mais autrement, non, je m'en suis toujours bien sorti. Bon, au Maroc, j'ai pris 26 ans de prison, par contumace, par défaut, pour trafic de voitures volées, et puis 20 ans pour la cocaïne. Ça, c'est le roi Hassan II qui m'a mis directement 20 ans, sans passer par les tribunaux. Donc il a dit, si celui-là, il vient, il y a 26 ans de prison. Je ne suis pas allé au Maroc pendant 20 ans, et en 2001, quand Mohamed VI a décrété l'amnistie, j'ai eu droit à l'amnistie, et donc je suis retourné au Maroc. Mais bien entendu, les policiers m'attendaient là, ils m'ont interrogé, etc., mais ils m'ont relâché. Et voilà.